Donc, pour commencer, on reprend l'enregistrement comme à chaque session, de manière à pouvoir mettre à disposition la visio. Je vais laisser mes collègues se présenter pour la session d'aujourd'hui. Enchantée, Emeline Hassenforder, chercheuse au sein de l'unité mixte de recherche gestion de l'eau, acteurs, usages. Et je travaille donc spécifiquement sur les questions d'évaluation de la participation et de ses effets. Enchantée. Bonjour, on ne me voit pas, mais donc Eva Perrier, ingénieure d'études à l'UMR Géo, je travaille avec Niels sur un projet qui a commencé il y a quelques temps, mais que j'ai rejoint il y a un mois, sur la participation citoyenne en Occitanie. Et je suis chargée du suivi et évaluation des processus participatifs dans ce cadre. Merci beaucoup, Eva. Donc, je vais commencer à partager l'écran pour pouvoir commencer la réunion d'aujourd'hui, la session d'aujourd'hui. Alors, vous verrez, aujourd'hui, on a une petite session de participation pour laquelle je vous recommande d'utiliser le chat. Alors, le chat, alors attendez, en fait, je vais arrêter et faire juste une micro démo parce que ça sera quand même mieux de bien montrer à tout le monde où est-ce que ça se passe. Donc, je vais repartager, mais là, pour le coup, mon écran. Voilà. Non, bah, pas celui-là. C'était pas ça que je voulais partager du tout. Donc, il faut que j'arrête cette histoire. C'est pas ça, ça marche pas. Je pensais partager. Alors, bon, je suis désolé, hein, je n'ai pas la solution technique simple. Dans l'interface, vous avez en partie basse la partie questions-réponses que vous avez en gros apprise à utiliser jusqu'à présent. Et vous avez à côté le chat, c'est une espèce de petite bulle carrée. Et donc, je vous recommande d'aller sur ce chat pour la suite du dispositif. Vous allez comprendre pourquoi très bientôt. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Et maintenant, je partage mon écran de façon directe. C'est parti. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, session numéro 4 de notre webinaire, au cours de laquelle on va parler de discuter et d'évaluer les changements. Alors, de fait, tout de suite, la première chose qu'on va faire, c'est de vous faire participer. Alors, on va essayer de prendre effectivement le vrai timing, donc les 3 minutes chrono. Et on va vous demander de réfléchir, en fait, et de partager sur le forum de discussion, donc sur le chat que je viens d'indiquer, sur le clavardage, comme on dit au Québec, tout ce qu'un processus participatif peut ou devrait changer pour ses participants et, leur environnement. Pardon. Donc, on vous demande finalement de projeter un petit peu votre vision, d'une certaine façon, de ce que change ou ce que devrait changer un processus participatif. Voilà. C'est parti pour 3 minutes sur le chat. On aurait pu prévoir une petite musique pendant ce temps pour encourager la créativité. C'est vrai. C'est vrai. Alors, je répète pour ceux qui nous rejoignent maintenant, pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, vous allez sur le chat, le clavardage de la conversation et vous essayez de répondre à cette question. Qu'est-ce que, selon vous, processus participatif peut ou devrait changer? Voilà, donc on a 3 minutes de participation dans nos 25 minutes d'intervention.
Alors, c'est très riche hein, déjà, ça fait plaisir. Ah oui, petite remarque technique, effectivement, dans le chat, envoyée à tous les intervenants. C'est important. Ah oui, pardon, excusez-moi. Effectivement, il y a une option dans le chat qui n'est pas bien, c'est que ça envoie aux panélistes. Oui, effectivement, il y a pas mal de réponses qui sont envoyées à désolé. tous les conférenciers et pas à tous les participants. Donc, voilà, il faut envoyer à tous les panélistes et participants. Pardon, excusez-moi, on n'utilise pas Zoom d'habitude et je n'avais pas vu cette chose-là. On va les remettre sinon. Oui. Il faut qu'on les remette en partage. Alors, je pense qu'on est arrivé à l'issue des 3 minutes. Alors, ce que je vais faire très rapidement, simplement, c'est relire ce qui nous a été envoyé et on recommuniquera ceux qui n'ont été envoyés qu'aux panélistes. Alors, je lis rapidement. Hein. Apprentissage sur le fond, le sujet ou sur la forme, processus, la confiance entre les participants, mise en place de plus de solutions sur le terrain, prise en compte en amont de l'avis du grand public, implication sur le long cours, évolution de la vision initiale, compréhension mutuelle des points de vue des autres, minima, connaissance de ces points de vue, nouvelles relations plus empathiques entre acteurs, partage, écoute et co-construction, la perception des partenaires et de soi, enrichir le débat par la multiplication des points de vue, plus de réalisations concrètes, règles de gestion, faire évoluer une position sur un sujet, connaissance, règles de comportement, la connaissance des autres, éviter les conflits, meilleure acceptation du changement, compréhension du système, mieux comprendre les freins des autres, perception de l'environnement, des projets locaux des autres acteurs, élargir ses angles de vue, façon de s'écouter, de se reconnaître, l'impression d'être égal devant la décision, donc motive les gens, une adhésion plus importante des citoyens, compréhension de points de vue différents, se sentir acteur du territoire, ne pas subir les décisions, prendre en main son devenir, prendre conscience de la collectivité. Perception qu'on avait du sujet de recherche, le cadre de vie, disposition pour écouter d'autres points de vue, changer ses pratiques, partager les informations, une meilleure compréhension des tenants des aboutissants, la manière de produire du consensus et du consentement, impliquer les parties, la compréhension du système dans lequel les participants opèrent, mode de gestion, changer de représentation, vivre ensemble, je saute maintenant un petit peu, compréhension des points de vue des autres, favoriser la confiance, façon d'aborder les problèmes, reprise de pouvoir et appropriation, sentiment d'être utile, partage, avenir, plaisir de co-construire, vision des autres, des attitudes, empathie, etc., etc. Bon, voilà qui est très, très riche. Alors, on va repartager ça pour tout le monde à l'issue du séminaire. Essayons de faire un peu une première synthèse. Alors, ce qui peut changer, et on va retrouver dans tout ce qui vous avait dit, peut-être qu'il y a quelques dimensions, on verra, qui ne sont pas dans ce qu'on vous montre maintenant. En fait, ce qui peut changer autour de la participation, il y a un ensemble de choses assez variées qui vont en soi, la participation des acteurs, c'est-à-dire comment ça se passe finalement dans la décision, le processus lui-même. Le contexte va changer. Alors, est-ce que c'est la participation qui fait changer le contexte? Non, normalement, par définition du contexte, il change de façon, disons, exogène. Mais on va retrouver des choses qui vont influencer le processus. Et puis, les participants, qu'est-ce qui va changer? Leur connaissance, leur croyance, leur savoir, et puis aussi, de façon assez concomitante, leurs souhaits, leurs préférences, leurs valeurs, peut-être. Les relations sociales, la confiance, le conflit, ça a bien été abordé par vos points. Ce qu'ils font, les pratiques, les comportements,
des enjeux de justice sociale, le partage des ressources, l'équité, des effets externes au sens des impacts sur l'environnement naturel, des impacts économiques, et puis la gouvernance et le cadre politique. Donc voilà tout ce que ça peut changer. Alors je passe la parole à Emeline pour la suite. Eva. Eva. Ah oui. Il y a le cadre encore avant. Ah oui, il y a le cadre encore, pardon, c'est moi. Excusez-nous, on se calme. Alors, nous, on a défini à partir de 2004, pour cette analyse des processus et du suivi d'évaluation, ce qu'on appelle le cadre encore. En fait, c'est un acronyme. L'acronyme, vous en avez les termes ici: externe, normatif, cognitif, opérationnel, relationnel, équité. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, on n'a pas un regard, par exemple, disciplinaire, comme peuvent l'avoir, par exemple, des psychologues qui vont regarder une partie du problème. La question qu'on pose et qu'on essaie de faire poser aux acteurs, c'est finalement de regarder l'ensemble des choses qui peuvent changer. Alors, des choses qui peuvent changer par rapport au groupe de participants, donc il y a une notion externe qui change autour d'eux. Il y a une dimension normative, c'est-à-dire les valeurs, les préférences, on l'a dit. Il y a une dimension cognitive, les savoirs, les représentations. Une dimension opérationnelle, c'est-à-dire ce qu'ils font vraiment. Une dimension relationnelle. Et puis une dimension d'équité. Alors, ce cadre encore, il permet en fait de ne rien oublier quand on essaie de comprendre et de regarder les processus. Et c'est comme ça que les choses vont se mettre en place. Voilà. Eva, pour le coup, c'est à toi. Et donc, pour décrire ces changements qui auront lieu, il est nécessaire de mettre en place des protocoles de suivi-évaluation avec suivi qui est défini comme une analyse continue du processus, afin d'améliorer la gestion du processus chemin faisant, et évaluation qui est l'analyse des résultats d'un processus participatif permettant de dégager des leçons pour les processus futurs. Il est réalisé à des moments précis, avant, après, pour comparer, et pendant. Le suivi-évaluation, il repose donc principalement, il regarde donc principalement 3 éléments. Donc, premièrement, on s'intéresse au processus participatif lui-même. On veut savoir qui a participé, quelles méthodes ont été utilisées, qui a été mobilisé, à quel moment. On regarde ensuite les impacts, les effets et les résultats, ce qui va permettre de savoir si on est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, quels sont les effets que le processus a eu sur les participants ou sur l'environnement, et le contexte dans lequel le processus participatif est mis en œuvre. Car le suivi-évaluation permet d'établir un état zéro. Donc l'état zéro, qui sont les participants, quels acteurs, quelles sont leurs connaissances avant le commencement du processus, quelles sont leurs relations entre eux par exemple. Et ça permet d'identifier les éléments de l'environnement qui vont pouvoir impacter les résultats. Là, c'est synthétique sur ce tableau-là, mais c'est dans la réalité, le contexte, le processus et les résultats sont très interdépendants. Et ce n'est pas des éléments qu'on peut dissocier si facilement. Il est aussi nécessaire de prendre en compte qui va réaliser le suivi-évaluation et comment il va être mis en œuvre, car l'évaluation n'étant jamais neutre, ça va forcément impacter la façon dont les données sont collectées et analysées par la suite. Et donc, pourquoi faire parler de changement? Donc, grâce au suivi-évaluation, on pose finalement la question centrale de qu'est-ce qu'on veut changer finalement? Car chacun a ses objectifs de changement ou de non-changement, et la participation, c'est un moyen au service de ces changements-là. Parfois, une fin en soi. Et en fait, on veut tout simplement éclairer le où on en est, qui on est et où on va. Et engager les participants très en amont du processus à se parler directement, à se parler de ce qu'ils veulent et réfléchir à comment ils vont pouvoir suivre ensemble tout le processus. Quels sont les effets souhaités au départ et qu'est-ce qu'on observe, et donc se mettre d'accord très en amont sur qui et comment on va observer tout cela et comment on va utiliser les résultats par la suite. Pour resituer un petit peu peut-être par rapport à différentes approches de suivi-évaluation, donc cette diapositive n'est bien sûr pas exhaustive. Là, on évoque des grandes approches de l'évaluation qui sont particulièrement pertinentes à notre sens pour l'évaluation de la participation. Et vous retrouvez en haut un lien de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne qui a une page qui est assez fournie sur cette question vraiment spécifique de l'évaluation de la participation. Donc, je vous invite à aller la voir.
Donc, dans un premier temps, il y a tout ce qui est suivi procédural. Donc, si on reprend les 3 boîtes dont parlait Eva un petit peu plus tôt, contexte, processus et résultat, le suivi procédural, donc c'est tout ce qui est le suivi du processus participatif en tant que tel. Donc, qui sont les participants, quand est-ce qu'ils participent, comment, quelles sont les méthodes participatives qui sont utilisées. Finalement, la question globale, c'est comment se passe la participation. On va retrouver là-dedans aussi tout ce qui est plutôt lié aux expressions, aux débats, comment est-ce que les participants interagissent, quelles sont les émotions éventuellement qu'ils partagent. Donc voilà, tout ce qui est lié vraiment au processus participatif en tant que tel. Ensuite, il y a une autre approche qui est une approche, je dirais, souvent assez classique des projets en général, qui n'est pas forcément toujours lié à l'évaluation, qui est le suivi des engagements contractuels externes, donc les dépenses, les achats, qui sont souvent des indicateurs de réalisation aussi, de réalisation concrète, et qui sont souvent utilisés par rapport à des commanditaires pour justifier de financement. Et puis, on a une autre grande famille d'approches qui s'intéresse plus particulièrement à l'impact. Donc, on a mentionné deux approches en dessous, les chemins d'impact et puis le suivi de process ou process tracing, mais il en existe beaucoup d'autres. Et donc, finalement, ce dont on va vous parler aujourd'hui, assez brièvement, s'inscrit plutôt dans cette 3e famille de mesures d'impact, sachant que c'est complètement lié au suivi procédural en tant que tel. Tu as la main, Emeline, en fait. Ah, pardon. Alors, je te laisse passer parce que je ne sais pas comment... Ça ne marche pas. Bon, c'est parti. Alors, en pratique, comment commencer le suivi-évaluation d'une démarche? Alors déjà, la manière dont nous, on l'envisage, c'est de le penser extrêmement tôt. En fait, dès le moment où on a l'idée d'avoir une démarche participative, finalement, le suivi-évaluation commence à ce moment-là. Et c'est cette réflexion sur le suivi-évaluation qui doit nourrir la réflexion sur la démarche elle-même. Je m'explique, quand Eva parlait un petit peu plus tôt de partager les changements attendus, eh bien, si on met les différentes personnes autour de la table, les principales parties prenantes, et qu'on leur demande quels changements vous voulez voir sur le territoire, ça va nous aider à construire les objectifs de la démarche et puis ensuite à identifier éventuellement les méthodes qui vont être utilisées pour la mettre en œuvre et pour atteindre ces changements. Donc, une des premières questions à se poser quand on veut construire un protocole de suivi-évaluation, c'est de savoir qui va le porter. Et donc là, on peut mettre en place éventuellement un petit groupe pilote de personnes qui vont porter le suivi-évaluation, qui peut être composé d'experts, mais aussi d'animateurs, d'observateurs, voire de participants eux-mêmes. L'objectif, dans notre vision du suivi-évaluation, c'est de pouvoir justement partager ces rôles pour minimiser la tâche. Ensuite, il y a une seconde phase en général qui est celle de formation, de documentation pour avoir les données initiales sur les différents éléments, éventuellement se former à des approches spécifiques. Une 3e étape qui est de cadrer le suivi-évaluation. Donc là, véritablement définir ce qu'on cherche à suivre et à évaluer. Et je vais y revenir juste après. Ensuite, mettre en œuvre. Donc, une fois qu'on a défini ce qu'on allait évaluer et par quel moyen, c'est véritablement collecter les données sur le terrain, soit via des personnes externes, des évaluateurs externes, soit en interne, donc je le disais, portés par les participants eux-mêmes, par les pilotes de la démarche, soit de manière complètement autonome. Gérer et analyser les données, partager les résultats. Et puis, une étape qui est un petit peu transversale, c'est d'être capable d'analyser ces données chemin faisant pour pouvoir utiliser les résultats pour réorienter le dispositif. Par exemple, ça va être de se dire, voilà, on a un dispositif qui cible la participation des jeunes et en fait, on se rend compte qu'on a très peu de jeunes dans la démarche. Donc, peut-être qu'il faut qu'on utilise d'autres moyens pour les mobiliser.
Alors, si je reviens sur cette étape 3 de cadrage du suivi-évaluation. Donc là, l'idée, c'est vraiment de définir ces objectifs du suivi-évaluation. Qu'est-ce qu'on veut évaluer? Et là, en fait, souvent, quand on a cette discussion avec un petit collectif, on se rend compte qu'il y a souvent autant d'objectifs que de personnes autour de la table. Et donc, c'est là où cette réflexion sur le suivi-évaluation, elle permet aussi véritablement de se mettre sur la même lignée, de comprendre qu'il y a différentes attentes des acteurs et donc de commencer à travailler ensemble. Ensuite, c'est de définir des indicateurs, donc en fonction des objectifs qui auront été fixés. Alors, on a mis quelques exemples ici. Les indicateurs, alors tout le monde ne vous dira peut-être pas ça comme ça. Souvent, pour ceux qui connaissent un petit peu le champ du suivi-évaluation, on parle d'indicateurs SMART en anglais, donc c'est des indicateurs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables. Je dirais que quand on a une première réflexion sur le suivi-évaluation, on n'est pas forcément obligé de se mettre énormément de pression sur la manière de formuler les indicateurs. Déjà, le fait de le faire en commun et d'identifier ce que l'on veut suivre et évaluer, c'est déjà extrêmement riche comme discussion. Donc, ça peut être, par exemple, de voir quels thèmes sont abordés au cours d'un débat par les différents participants. Ça peut être d'identifier la tonalité des échanges. Est-ce que c'est plutôt des échanges qui sont conflictuels et tendus ou à l'inverse, des échanges qui sont très, très pacifiques, très coopératifs? Et puis après, ça peut être des choses beaucoup plus spécifiques. Est-ce que chacun des participants a pu prendre la parole au moins une fois au cours de tel atelier? Donc, c'est de rentrer un petit peu dans un niveau de détail supérieur. Et puis après, il y a la troisième étape qui est de se dire, bon, voilà, souvent, pour ceux qui ont déjà fait cet exercice, on arrive très vite à une liste d'indicateurs qui est relativement longue parce qu'on se rend compte que dès qu'on veut être un petit peu spécifique, on peut avoir une liste assez importante. Là, c'est de se poser la question finalement, quelle est la faisabilité, quelles sont les ressources qui sont disponibles pour faire ce suivi-évaluation et puis qu'est-ce qui est vraiment important au regard des personnes qui contribuent à ce cadrage. Et donc là, de faire un tri, je dirais, à ce stade, sur les indicateurs qui auront été identifiés au préalable. Et enfin, c'est d'identifier les méthodes de suivi-évaluation qui vont permettre d'identifier, de collecter les données sur ces différents indicateurs. Donc, on a cité quelques-unes de ces méthodes. C'est très, très loin d'être exhaustif. Et puis, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Les diapositives seront de toute façon disponibles. Et puis, il existe beaucoup de manuels et de sites de référence sur ces aspects. Simplement pour dire que certains outils d'évaluation peuvent être très simples. Par exemple, si on parle d'évaluer les apprentissages des participants, souvent, on a tendance à se dire que d'évaluer les apprentissages, c'est extrêmement compliqué, mais on peut aussi utiliser des outils très simples. Il y a un outil qui s'appelle Un papier, une minute, qui vient de ce qui s'appelle en anglais les Classroom Assessment Techniques, donc plutôt des techniques d'évaluation d'apprentissage en cours, et qui est tout simplement de donner un post-it aux participants et de leur demander d'écrire sur ce post-it la chose la plus importante qu'ils ont apprise dans la journée et ce qu'ils ont le moins compris. Et ça permet déjà d'avoir un contenu qui est relativement riche sur les apprentissages que les participants ont eus au cours de l'atelier. Alors, je continue donc pour essayer de conclure rapidement puisqu'on s'approche de la fin. Ce qui va nous importer et ce qui est vraiment au cœur de cette réflexion, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on met le suivi-évaluation même au début de ces webinaires. Alors, ce n'est pas le premier webinaire, parce qu'il fallait quand même faire un peu de cadrage, mais on va vous parler de beaucoup d'autres choses par la suite, avec des méthodes intéressantes, innovantes, des jeux, des choses comme ça. Mais finalement, on parle du suivi-évaluation au départ parce que c'est au cœur de la question du changement et de la façon dont la participation intervient réellement dans ces dispositifs d'adaptation, de transition, etc. Et en fait, l'idée centrale ici, c'est la façon dont on intègre le suivi-évaluation dans ce pilotage, et donc de manière à ce que chaque donnée ou résultat qui soit produit soit effectivement utilisé dans le processus. Alors,
il faut bien avoir en tête la différence entre un dispositif qui est au service d'acteurs externes, par exemple des chercheurs, par exemple des commanditaires, et un processus qui est au service d'abord des participants, que ce soit des participants, disons, administratifs, politiques, etc., ou des simples citoyens. Donc, l'idée, c'est quand même d'essayer de simplifier la mise en œuvre et d'essayer de se concentrer sur l'utilité des données et des résultats à chaque étape, les modalités de recueil, la façon dont ça va être partagé, pris en compte. Est-ce que c'est possible d'être fait localement? Mais souvent, il y a des choses qui sont très difficiles à analyser. Et on sait en sciences sociales qu'il n'est pas possible d'observer de l'intérieur un certain nombre de choses. Il y a un problème de distance, de neutralité. Donc, tout n'est pas possible. Comment et avec quelle fréquence le suivi va être mis en place et quelle adaptation? Donc, finalement, à quel moment on utilise ces données et on essaye d'en faire quelque chose, et puis quelle réaction. Et en fait, on peut prévoir un peu à l'avance des réactions, des adaptations en fonction des moyens disponibles dans le dispositif. Alors nous, actuellement, on essaie de travailler sur des outils, justement, qui couplent le pilotage et le suivi-évaluation, de manière à ce qu'opérationnellement, les choses fonctionnent, et on a une plateforme en cours de développement qui s'appelle Copilote là-dessus. Alors un exemple, simplement, rapidement, et on est un tout petit peu en retard, mais bon, on vous a donné du temps aussi au début, qui est issu d'un travail très important qu'on a fait dans un projet européen qui s'appelait Afro-Maison, donc en Ouganda, et qui d'ailleurs était le support il y a un certain nombre d'années de la thèse d'Emeline, a été la mise en place d'un dispositif intensif dans un territoire où on a eu, je ne sais plus exactement, 2 à 3 000 participants sur une trentaine de communautés sur une période assez longue. Comment est-ce que c'était mis en place? Avec différentes étapes et différents instruments, et aussi une organisation sociale adéquate. L'organisation sociale pour le suivi-évaluation, c'est-à-dire un groupe réfléchissant sur le suivi-évaluation, mais aussi des observateurs locaux parlant les langues locales, insérés dans les groupes ethniques, permettant de réaliser ce suivi-évaluation, et puis toute une instrumentation méthodologique pour les différentes étapes, que ce soit sur les niveaux politiques, sur les niveaux citoyens, observer, questionner, collecter des résultats, les traiter, restituer et mettre en partage tous ces éléments pour produire effectivement des éléments de pilotage et d'adaptation. Voilà, je conclurai pour rester à peu près dans le temps. L'idée générale, c'est que si on veut que la participation soit pas simplement de la communication, pas simplement de l'acceptologie, mais un vrai processus de changement qui soit raisonné et maîtrisé par ces différents participants, il y a un certain nombre de conditions, et le suivi-évaluation en est une condition centrale. Le suivi-évaluation n'est pas qu'un machin au service des institutions externes, c'est d'abord un machin au service des acteurs eux-mêmes dans le processus, un outil leur permettant d'avoir une capacité de réflexive sur ce qu'il se passe et ce que ça produit, avec une multiplicité de choses derrière. Pensez encore, revenez sur les transparents et revenez voir ces catégories encore pour vous dire oui, il y a vraiment tout ça. Permettre des réorientations au cours du processus, ça veut dire je m'arrête, je regarde les résultats, j'en fais quelque chose. Et nous, on travaille actuellement face à un problème qui est celui de la fatigue des participants et de la difficulté aujourd'hui que vous partagez pour beaucoup d'entre vous à mettre en place de la participation. Si je vous dis en plus il faut du suivi-évaluation, vous dites que vous n'allez pas y arriver. Ben nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de développer ce qu'on appelle de la participation endo-évaluative, c'est-à-dire un processus participatif qui est au service des participants et qui, en même temps, peut produire de l'évaluation et du pilotage. Mais ça, c'est un travail de recherche qui est un peu au cœur d'une partie de nos activités. Et puis, globalement, l'enjeu, c'est d'essayer de contribuer à l'efficience de tous ces dispositifs participatifs. Voilà, il est 43, ça tiendra compte des 3 minutes où vous allez laisser présenter. Et donc, comme d'habitude, on prend les questions-réponses à partir de la fenêtre questions-réponses et on est heureux d'y répondre. Merci. Alors, pas de questions. Ou alors le système ne marche pas. Pas de réaction? C'est tellement clair qu'on en reste bouche bée. Merci, monsieur Thierry Merne. Ah, question. Pour revenir sur ce que tu viens de dire, le suivi-évaluation peut-il être un outil qui évite l'essoufflement des participants?
Donc, voilà une question qui vient d'être posée. Je répète la question. Le suivi-évaluation peut-il être un outil qui évite l'essoufflement des participants? Alors, évidemment, la question d'essoufflement des participants, elle est extrêmement importante. Elle est liée aussi à la question de l'engagement au départ des participants. Alors, on ne peut pas vous donner une réponse scientifique. Disons qu'on n'a pas de preuves relativement à cette question. Donc, on peut vous donner que des sentiments, des intuitions, des expériences. L'expérience, elle est, par exemple, on a parlé de la Drôme pour ceux qui étaient présents ce matin dans leur restitution des travaux. Le fait qu'on redonne un regard un peu complet et un peu réflexif aux acteurs sur ce qu'il se passe vraiment, c'est une remotivation pour eux, c'est un ressaisissement, c'est une réappropriation. Le sentiment de ne pas être dessaisi finalement d'un processus et d'en avoir une certaine maîtrise. Et je crois que ça, c'est très important. Émeline, tu veux rajouter quelque chose sur cette question? Pardon, non, pas spécifiquement. Oui, moi je crois aussi très clairement qu'il y a des modalités, des niveaux possibles dans le suivi d'évaluation avec les participants. Il y a le fait qu'il y a un suivi d'évaluation externe où les résultats leur soient donnés. Ça leur permet aussi de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y en a d'autres. En Ouganda, dont on parlait, un des trucs très importants du suivi d'évaluation, c'était de porter à connaissance de toutes ces communautés dans un territoire très vaste, le fait qu'ils n'étaient pas seuls, qu'il y en avait d'autres qui faisaient des choses et des choses qui étaient en train de se passer. Voilà. Alors, on a une question qui a été coupée donc, de M. Philippe Boutrel. Donc, on n'a pas la suite. S'il peut le réécrire, à partir de quand doit-on mettre un? Et là, je ne sais pas la suite, donc je ne vais pas y répondre tout de suite. Je prends la question suivante. Comment faites-vous quand le suivi-évaluation est piloté par d'autres acteurs que ceux qui y participent? Alors, malheureusement, c'est en général le cas dominant. C'est la situation la plus classique, puisque le suivi-évaluation, très très souvent, il est complètement exogène, extérieur effectivement au processus. Donc la question, elle est plutôt dans l'autre sens, c'est comment on fait quand ce n'est pas le cas, puisqu'on doit réinsérer les choses. Le problème que pose le suivi-évaluation en interne, je vais d'abord parler de l'interne, évidemment, c'est d'être juge et partie. D'ailleurs, c'est un reproche qui peut nous être fait nous-mêmes en tant que chercheurs. On a beaucoup de collègues en sciences sociales, sociologie, sciences politiques, anthropologie, qui font de l'analyse de la participation. Ils sont très actifs, par exemple, dans le GIS démocratie et participation, et qui vont critiquer les démarches qu'on peut mettre en place en termes de recherche-intervention, où on fait à la fois effectivement l'intervention et le suivi-évaluation. Donc ça pose un problème. Alors maintenant, je reviens sur la question elle-même. Sur le pilotage externe, bon, il y a la question de la définition initiale du mandat de suivi-évaluation, c'est-à-dire du cadre. Puis il y a la légitimité même, disons, en termes de compétences des personnes qui font le suivi-évaluation. Et puis il y a la légitimité des questions, la pertinence des questions. Ça, c'est un problème plus embêtant. On est, nous, très confrontés, en particulier dans les projets de participation au Sud, dans les contextes de développement, avec des financeurs, des bailleurs externes, comme l'Agence française de développement, la Banque mondiale, la FAO, etc., à des situations où le suivi-évaluation est très automatisé, très externalisé et finalement très dissocié et déconnecté de la réalité des problèmes perçus par les acteurs locaux, parce que c'est essentiellement des problématiques de commanditaires, de financeurs, et ce n'est pas le même problème que localement. Donc on est obligé finalement d'avoir plusieurs dispositifs. Et le cas, Émeline peut peut-être en dire un mot sur le cas actuel de travail en Tunisie, sans ouvrir un trop grand débat, mais je crois que c'est très clair qu'on a vraiment des dispositifs très différenciés entre ce suivi externe et puis ce qui est un peu plus intrinsèque au processus. D'ailleurs, il y a parmi les participants un des observateurs de la démarche en Tunisie. Non, mais effectivement, je pense que c'est pour ça qu'il faut être relativement clair sur ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Pour nous, c'est véritablement la vision d'un suivi-évaluation au service de la démarche, au service des pilotes et au service des participants eux-mêmes. Ça n'empêche qu'il y a tout un tas d'autres types de suivi, évaluation que parfois il faut mettre en place, qui proviennent souvent des financeurs. Ce qu'on cherche à faire dans la majorité de nos projets, c'est d'essayer de fusionner les deux, parce que finalement, les financeurs, les commanditaires, les différents acteurs sont un parmi d'autres acteurs. Et donc, l'objectif, c'est de se dire le suivi-évaluation doit fournir des données qui soient utiles et pertinentes à ces différents participants.
Merci, Emeline. Alors, question suivante. Alors, il y a des questions qui ont été posées dans le chat. Je termine celles qui sont posées dans questions-réponses et puis on répondra aux questions du chat. Elles sont pas, on ne les oublie pas. Donc, cette question reprise. À partir de quand doit-on mettre un processus d'évaluation sur le processus? Au début, milieu, à la fin, à chaque fois, à toutes les réunions, y a-t-il une commission de suivi? Alors, quand on dit suivi et évaluation, il y a plein de dimensions, il y a plein d'éléments. Vous les avez vus. Il y a des éléments sur le processus, des éléments sur les effets. Donc, en fait, nous, typiquement, si, reprenons l'exemple de Lugano qui était cité précédemment, il y avait systématiquement à toute réunion, quelque chose. Après, pas la même intensité et pas le même contenu. Il n'y a pas forcément un entretien détaillé avec tous les participants, ou il n'y a même forcément pas, parce que ce n'est pas possible. Par contre, il y a un enregistrement de qui vient, il y a une observation qui est systématisée quand c'est possible, etc. Alors évidemment, c'est souvent compliqué, et de nouveau, on peut reparler de la Tunisie ou d'autres processus qu'on a suivis, de mettre en place ça systématiquement parce qu'on n'a pas l'habitude, parce que c'est des moyens en plus, parce que c'est du temps en plus. Et donc, il faut essayer d'avoir des mécanismes qui sont les plus auto-entretenus. Je voyais dans les autres remarques en parallèle des choses qui étaient dites sur les façons d'évaluer. Oui, bien sûr, par exemple, en fin de session, on va avoir un dispositif relativement simple que beaucoup d'entre vous connaissent sur l'évaluation de la session, sur ses effets, mais aussi simplement pousser les gens à se dire, mais arrêtez-vous 3 minutes et dites-vous finalement, qu'est-ce que vous gardez de cette session entre le début et la fin? Alors, il y a énormément de choses à apprendre précisément des sciences de l'éducation et des éléments liés à l'apprentissage. Il y a une littérature énorme dans le domaine de finalement qu'est-ce qu'on apprend. Donc ça, c'est vrai sur le champ cognitif, mais sur le champ relationnel, bon, quelles sont les personnes que vous avez découvertes, avec qui vous créez des nouvelles relations. Donc il y a un côté mise en réflexion qui est important, mais en tout cas, le grain d'évaluation n'est pas le même partout. Et je compléterai sur un point qui est sur la notion de commission de suivi. En fait, commission de suivi, ce terme-là n'est pas forcément un qu'on utilise, mais ce n'est pas grave. Par contre, on a un groupe, systématiquement, on essaie d'avoir un groupe de suivi-évaluation. D'ailleurs, c'est le travail que Eva doit mettre en place dans ce nouveau projet, qui est d'avoir un groupe qui à la fois va réfléchir la conception du suivi-évaluation. Alors, ce groupe peut être plus ou moins participatif, et puis après, il peut y avoir un saisissement du suivi-évaluation par un groupe de participants. Dans le cas des processus de la Drôme qu'on a accompagné, il y avait un groupe citoyen de suivi-évaluation qui a été mis en place. Voilà. Alors, avez-vous expérimenté sur des projets... Alors, attendez, il faut que je ne sais pas très bien comment marche le système de réponse, je réponds à la question. Avez-vous expérimenté sur des projets où il y avait participants ayant des relations hiérarchiques entre eux? La réponse est oui. Émine, tu veux commenter? Quasiment à chaque fois, puisqu'il y a très souvent des relations hiérarchiques entre les participants. Après, je dirais que dans l'absolu, d'un point de vue du suivi-évaluation, ça ne change pas forcément la donne, le fait qu'il y ait des relations hiérarchiques spécifiques. C'est une question finalement d'en rendre compte et de savoir ce qu'on veut en faire. Et effectivement, si l'objectif du suivi-évaluation, c'est de caractériser, par exemple, les changements relationnels entre les participants, et bien évidemment, quand on va faire l'état initial, on va décrire quelles sont les relations qui existent entre les participants, y compris les relations hiérarchiques. Et puis ensuite, on va chercher à voir dans quelle mesure elles changent, de quelle manière, au fur et à mesure des différents ateliers. Oui, et au-delà de ça, il y a une question de cadrage au départ, de manière à ce que le moment où les résultats arrivent, ils ne soient pas remis en question parce qu'ils déplaisent à certains. Donc évidemment, il y a une question de contractualisation finalement du suivi-évaluation ou de mise en indépendance du suivi-évaluation. C'est vrai pour tous les dispositifs, on l'a dans l'action publique au sens général, avec la notion comme la Cour des comptes ou différentes choses, dont le rôle, c'est d'exercer effectivement un contrôle. Alors on essaye d'éviter quand même que le suivi-évaluation soit trop systématiquement lié à la notion de contrôle, parce que c'est un frein à son adoption, alors qu'on considère que c'est plutôt un outil positif de pilotage. N'empêche qu'il est très important que les choses soient cadrées au départ, de manière à ce que les résultats sont produits. Et même dans une situation hiérarchique qui peut déplaire dans un sens ou dans l'autre, le dispositif est quand même mis en transparence. Et la notion de transparence est très liée au suivi-évaluation aussi. C'est-à-dire qu'on dit, oui, personne n'est venu, ça n'a pas marché, on n'a pas réussi notre processus participatif, et c'est factuel. Voilà. Donc, après, on essaie d'en tenir compte et on se dit qu'est-ce qu'on peut modifier pour améliorer ça.
Alors, au-delà de la réussite ou pas du processus dans l'atteinte de ces objectifs, quels outils et méthodes pour faire le lien entre chacun des différents indicateurs d'évaluation et le résultat général du processus participatif? Alors, c'est une très vaste, question. Pour moi, il y a deux éléments principaux par rapport à ça. Il y a un problème de stratégie générale dans la participation au départ. Je vais expliquer ça et je vais prendre justement le cadre encore pour l'expliquer. Encore, externe, normatif, cognitif, opérationnel, relationnel et équité. Bon, ça ne vous parle pas forcément tout de suite, mais on va dire un truc simple. Vous pouvez avoir un dispositif dont la stratégie initiale est centrée sur l'apprentissage. Ça veut dire que il a été pensé en disant bon, ben, on va apprendre des choses aux gens, on va sensibiliser, et ce faisant, on espère que les valeurs, les préférences vont changer, que les pratiques vont changer, que ça va avoir un effet, par exemple, sur l'environnement, etc. Donc ça, c'est une stratégie qui met en relation des étapes et des indicateurs et qui correspond, par exemple, à un processus centré sur l'apprentissage. Et on peut avoir un processus tout simplement de type police. Un processus de police, c'est un processus dans lequel on impose des contraintes sur les actions autorisées, on empêche certaines actions, et puis on espère que ça va avoir un impact modificatif. C'est le cas pour un radar de vitesse, par exemple, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, toute la stratégie d'interaction entre les indicateurs est complètement liée à cette vision de l'intervention et cette vision du changement. Un changement qui est guidé par la connaissance, un changement qui est guidé par les relations sociales. À une époque, on a eu les contrats territoriaux d'exploitation, qui étaient un dispositif politique, institutionnel, qui visait à mettre ensemble des agriculteurs pour faire un contrat territorial. Et cette idée de mettre ensemble était fondamentale. Aujourd'hui, on a les scopes, on a tout un ensemble d'éléments autour de ça. Donc, les indicateurs, ils répondent à cette stratégie et s'inscrivent dans cette stratégie. Pour compléter, les chemins d'impact, par exemple, que je mentionnais dans la présentation, cherchent à faire exactement ça, c'est-à-dire à faire réfléchir et à faire visualiser le lien entre les différents indicateurs et les changements attendus, les résultats globaux de la démarche. Tout à fait, c'est un élément très important des impact pathways, comme ils s'appellent. Alors, peut-être, Émilie, je te propose de répondre à cette question, puis après je prendrai les questions qui sont dans le chat. Quelle est la temporalité nécessaire pour faire un suivi-évaluation qui permet d'intégrer les aspects qui ressortent du suivi-évaluation dans le processus participatif lui-même? Alors, en fait, c'est une question de capacité d'analyse de données. C'est-à-dire que tout dépend à quel point on va être rapide à pouvoir analyser les données qui sont collectées et à pouvoir s'en servir dans le processus participatif. Du coup, il n'y a pas de réponse à cette question dans l'absolu, dans le sens où, mettons qu'on soit sur un dispositif participatif qui soit entièrement en ligne, par exemple, où la totalité des commentaires et des débats aient lieu en ligne, on peut très bien avoir un traitement automatisé du contenu des débats avec des systèmes de leviers qui disent à partir du moment où on a tel et tel thèmes qui sont évoqués ou à partir du moment où on a tant de participants qui répondent à telle question, eh ben, on va déclencher quelque chose dans le pilotage. Donc, ça peut être quasiment instantané. Dans les faits, c'est rarement le cas, à ma connaissance. C'est ce qu'on cherche à mettre en place à travers notamment la plateforme Copilot que Niels mentionnait dans la présentation. Après, c'est une question de volume. Si on fait un traitement qui est manuel parce que parfois c'est nécessaire, parce que les observations sont faites en direct, que les prises de notes sont faites sur papier parce que la démarche ne permet pas de le faire en ligne, ça dépend si on a une personne qui analyse les données ou 10 ou 15. Donc voilà, c'est pour ça que c'est toujours un équilibre entre les objectifs qu'on se fixe pour le suivi et l'évaluation et les ressources qu'on y met. Je compléterai sur un point sur lequel on n'a certainement pas assez insisté, mais on ne peut pas tout dire. C'est effectivement la question des impacts à long terme. Et en particulier en termes de changement social ou d'impact écologique, on a une problématique majeure dans le suivi et l'évaluation qui est que beaucoup d'effets qui sont souhaités sont des effets qui vont venir dans le long terme. Et en plus, quand on travaille sur des questions de durabilité ou de résilience,
on a des transformations qui sont attendues sur le long terme. Donc forcément, il y a une déconnexion entre le temps de l'action et le temps de la mesure. Et ça pose à deux niveaux de problème. Il y a la temporalité du projet qui est limitée. Et donc, en fait, on sait qu'en fait, la mesure doit se faire beaucoup plus tard. Si on prend le cas de l'Ouganda dont on parlait, nous sommes totalement convaincus qu'on aurait besoin de refaire un suivi-évaluation maintenant. Bon, sauf qu'on n'a pas les moyens et pas de projet support aujourd'hui pour le faire. Donc, on ne peut que interagir avec nos partenaires locaux qui ont porté le projet au demeurant, c'était eux les animateurs, et leur dire, mais vous en êtes où, etc. En tout cas, cette question temporelle est vraiment très importante. Et il y a un moment, il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas faire de pilotage réflexif, comme on dit, parce qu'en simplement, en fait, il faut attendre. Il faut attendre que les choses se passent, il faut que la diffusion sociale se produise, il faut que la transformation ait lieu, etc. etc. Donc, il y a une question de temporalité qui est vraiment critique, et là-dessus, il n'y a pas de solution magique. Alors, je prends les 3 questions qui étaient dans le chat. Il y a une remarque d'Antoine Verochovski qui nous dit qu'il utilise en fin de réunion de co-construction des techniques d'avis sur un 5 sur le travail fourni, demande ceux qui ont bien noté des raisons pour pouvoir essayer d'apporter une suite ou des réponses complémentaires pour ne pas les laisser sur leur fin. Oui, donc effectivement, petite démarche rapide d'évaluation de ce qui s'est passé, des résultats et débriefing. Alors, ça renvoie à tout un champ énorme qui est fondamental, qui est la question du débriefing. On a un tout petit peu évoqué ce matin dans une autre réunion sur le problème d'animation, de facilitation. De façon générale, le débriefing est quelque chose de fondamental, qui est déjà le mécanisme finalement de suivi d'évaluation réflexive à l'échelle d'une session. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on en retire et quelles conclusions on en tire pour la suite. Il y a une question sur l'économie, le coût, le temps du suivi d'évaluation. Est-il possible de co-construire des dispositifs? Ce que vous présentez est-il discutable sur le terrain par les participants? Émile, quelques mots sur l'expérience de la Drôme, de nouveau? Oui, alors, oui, c'est complètement discutable sur le terrain par les participants. Il y a des très bons exemples, notamment à Saillant, dans la Drôme, où le plan local d'urbanisme, le PLU, a été construit de manière participative et il y a eu toute une évaluation participative de cette démarche participative sur le PLU qui a été très très loin. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce qui a été fait. Et donc c'est un groupe de participants, de citoyens qui eux-mêmes ont évalué cette démarche, ont fait des retours à différents moments. Donc, c'est tout à fait possible. Après, je dirais, il faut être attentif quand même parce que c'est le suivi d'évaluation, ça demande un pas de côté ou un pas de retrait pour, à un moment donné, prendre un peu de distance quand même avec la démarche participative. Et ce n'est pas forcément évident pour les participants d'emblée de se mettre dans cette posture. Donc, ça leur demande déjà de bien comprendre les enjeux de la démarche participative pour ensuite être capable de l'évaluer. Donc, je dirais oui, mais pas non plus de but en blanc. Oui, c'est la même chose que la question finalement des garants. Et donc, il y a toujours une position de neutralité en dehors d'une problématique d'apprentissage. Bon, il y a des outils très intéressants. Eva, rappelle-moi comment s'appelle ce jeu de cartes d'évaluation qui a l'air vraiment d'être un outil qui est dans cette ligne un peu de l'autonomisation des acteurs sur la démarche. C'est Évalophobia. Évalophobia, oui, c'est ça. Voilà, oui. Donc ça, c'est un dispositif qui a été conçu par le CEREMA, des bureaux d'études, etc., et le ministère de la Transition écologique, qui est disponible en ligne, qui est vraiment dans cette perspective d'une certaine autonomie des acteurs sur un dispositif de suivi et d'évaluation. Voilà, écoutez, on a fait le tour des questions. Je vous remercie beaucoup. Je vous invite à la session de la semaine prochaine, au cours de laquelle nous parlerons de conception des processus participatifs et même de conception participative des processus participatifs. Et on abordera la méthode Prépare pour pré-participation. Voilà, bon après-midi à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. Enregistrement, je ne sais jamais.